Déjà, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très cool. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, si tu peux te présenter rapidement. Rapidement, ça c'est compliqué ça. Bah, pas obligé rapidement, en tout cas, te présenter. Bon, alors moi, je m'appelle Mathieu Bierry. J'ai maintenant plusieurs casquettes dans le milieu du jeu, si on veut. Mais à l'époque, je m'étais lancé sur YouTube. C'était un peu mon premier pas dans ce milieu-là. Et donc, j'avais créé une chaîne YouTube qui s'appelle On Joue-tu, qui est par la suite, après une couple d'années, devenu un podcast aussi. Je dirais maintenant, je suis majoritairement connu pour ce podcast. Et puis tout récemment, donc l'année dernière, j'ai rajouté la casquette d'auteur parce que j'ai mon premier jeu qui est sorti, qui s'appelle Naishi, qui est sorti en magasin. Donc voilà, en ce moment, je suis podcasteur, YouTuber, Instagram pas trop. C'est pas vraiment pas ma cam, ce genre de truc. Vidéos courts, rapides, trucs comme ça. Et puis bon, maintenant, un peu auteur sur les bords. Je pense pas que je vais avoir 12 000 jeux sortis. Je suis pas hyper prolifique dans ce sens-là, mais un jeu au moins qui est sorti, qui pour le moment est un beau petit succès pour la maison d'édition, pardon, pour la mienne. Donc, c'est un peu ça si je devais me présenter. Sinon, malgré mon accent, je suis pas québécois. Ben, c'est-à-dire, oui, je suis québécois, mais je vis plus au Québec depuis 10 ans. J'allais dire, waouh! Ouais. Tu limites bien, t'es fort. Non, mais en plus, le pire, c'est que s'il y a des Québécois qui écoutent ça, ils vont peut-être reconnaître que je suis en train de le perdre un tout petit peu parce que ça fait quand même 10 ans que je vis en Suisse maintenant. Donc, à chaque fois que je retourne au Québec, on me dit que j'ai un accent suisse, puis je vis ici, puis on me dit que j'ai un accent québécois. Donc, je suis un peu un enfant du monde comme ça. Et puis, donc voilà, donc je vis en Suisse, je suis enseignant, c'est mon métier à temps plein, enseignant, donc prof d'anglais. À des jeunes de 17 à 19 ans dans ce coin-là, pré-universitaire. Donc voilà, ça c'est un peu si je devais me présenter en, je sais pas trop, 2 minutes, c'est ce que j'ai fait. Ok, donc du coup, tu es dans le monde du jeu de société, mais tu vis pas du monde du jeu de société. C'est dur de vivre du monde du jeu de société. Hein. Il n'y en a pas énormément qui sont capables de le faire, surtout pas en Suisse. Déjà, il y a un peu le coût de la vie qui est beaucoup plus cher, beaucoup plus élevé. C'est pas facile de gagner sa vie avec ça, disons. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, après, il y a des maisons d'édition qui fonctionnent, il y a quelques maisons d'édition qui fonctionnent bien, mais c'est vrai que si, en tant qu'auteur, il y a que très, 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 très peu d'auteurs qui font que ça de leur vie, quoi. Ouais, c'est clair. Puis tu vois, comme en Suisse, un peu la référence qu'on a, c'est Sébastien Pochon, tu vois, auteur de Jaipur et puis Tower Up récemment, Botanique, ces jeux-là. C'est une des seules personnes, je pense, que je connais en Suisse qui peut un peu vivre de ça. Mais tu vois, parce qu'il y a eu des bangers, il a été éditeur, il a travaillé chez Space Cowboy. Donc, tu vois, c'est vraiment un long parcours qui a peut-être mené à ce fait d'être capable d'être autosuffisant, mais c'est vraiment pas donné, quoi. Ouais, c'est vrai que quand tu commences à faire quand t'as un Jaipur, déjà, t'as un socle où t'es assez à l'aise. Jamaica, tu vois, t'es bien aussi. Voilà. Depuis 10 ans, 20 ans, je sais plus. Donc, non. Moi, j'ai pas encore un Jamaica qui me permet d'arrêter d'être prof. Puis, je sais pas si je voudrais, en fait. J'aime bien avoir ça un peu comme un petit métier sur le côté, tu vois, un petit hobby qui me donne un peu de thunes, pourquoi pas. Mais c'est clairement pas pour me professionnaliser que je fais ça, quoi. Tu fais ça parce que t'es avant tout passionné de jeu, c'est ça? Ouais, je suis passionné de jeu, je suis passionné de genre, je suis passionné d'expérience. Je suis pas un grand joueur de jeux solo. C'est vraiment pas pour moi le kiff du jeu de société. Pour moi, c'est vraiment le truc d'être avec des potes. Et puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé. J'imagine que tu vas me poser la question éventuellement, mais c'est un peu du premier jeu qui m'a fait rentrer là-dedans. Mais moi, ça a toujours été les jeux d'apéro, les trucs en potes, et puis tu sors un petit jeu. Après, c'est devenu aussi les gros jeux experts et tout, mais à la base, ça a toujours été un peu l'expérience autour d'une table avec des potes, 2-3 bières et puis go, tu vois. Ok, donc du coup, mais ça fait quand même longtemps que tu joues, toi? Non, pas du tout. En fait, à force de dire ça, maintenant, ça commence à faire longtemps, mais je suis pas quelqu'un qui jouait étant jeune. Mes parents, bien sûr, oui, on avait un Monopoly, un Cluedo qui traînait, mais je jouais peut-être une fois par année. C'était vraiment pas ce que je préférais. Puis c'est vraiment à partir de quand moi j'étais à ce qu'on appelle au Québec le cégep, qui est un peu la pré-université. Donc, j'avais peut-être 21 ans, puis j'ai un pote qui m'a montré les colons de Catane. Et puis, c'est là que j'ai fait, oh mon Dieu, en fait, les jeux de société, ça peut être vraiment cool. Et puis, c'est vraiment... Puis, tu vois, même à ce moment-là, c'est pas comme si je me dis, OK, go, j'achète 20 jeux, et puis j'ai commencé une bibliothèque. Je pense que j'ai joué à Catane pendant 20 ans avant de me rendre compte qu'il y avait autre chose. J'exagère un peu, mais non, je pense que j'ai fait un bon 4 ans à jouer à Catane tout le temps. Donc, voilà, c'était un peu comme ça que ça a commencé. Et du coup, toi, à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais inventer des jeux, je vais faire un peu de game design. Comment tu t'es dit ça? Ça arrivait d'un coup, une idée qui a popé dans ta tête, ou
tu avais cette volonté quand même de faire ça? Ah, c'est une très bonne question. En fait, j'ai vraiment eu un gros saut. Tu vois, là, on parle de Catan quand j'ai commencé à jouer. Et jusqu'au moment où j'ai eu ma première idée pour un jeu, ben là, on passe une dizaine d'années. Puis d'ailleurs, même quand j'ai commencé le podcast, donc c'est la 3e année maintenant qu'on a le podcast. Dans les premières années, quand on interviewait des gens un peu du milieu qui n'étaient pas auteurs, donc tu vois, par exemple, Marie Giordana ou d'autres influenceurs ou autres, je leur posais toujours un peu la question, est-ce que vous avez un intérêt pour la création de jeux? Puis c'est vrai que c'est toujours une question un peu bizarre parce qu'on peut croire que juste parce qu'on aime jouer, forcément, on peut créer. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, en fait. Puis moi, souvent, mais quand j'ai plein de gens autour de moi qui sont pas du tout dans le monde du jeu, quand moi, je leur dis que moi, je suis fan, puis ils viennent chez moi, puis ils voient les jeux partout, ils me disent « Ah, mais t'aimerais pas créer un jeu? » Et moi, je me dis « Mais ça n'a aucun rapport. Il n'y a aucun lien entre aimer jouer puis aimer créer. » Non, c'est sûr. Mais en disant ça, une fois, je sais plus pourquoi, vraiment, ma femme était partie au Costa Rica pendant 3 semaines pour une formation. Et puis moi, j'étais un peu souvent tout seul à la maison. Puis une fois, j'ai eu une idée qui m'est popée dans la tête d'une mécanique de jeu que je n'avais jamais trop eu vue. Et puis moi, je voulais aussi à la base, donc Naishi, qui est maintenant très différent de ce que ça a déjà eu été. Mais en fait, au début, je voulais faire un jeu qui avait rapport avec l'école. Je me suis dit, il y a plein de thèmes sur plein de jeux, mais en fait, il n'y a rien qui présente un peu les dilemmes qu'un prof peut avoir dans une classe à devoir gérer des élèves qui ont des niveaux différents. Et donc, j'étais parti sur une idée d'un jeu qui avait donc 5 cartes en main. Donc, ceux qui connaissent Naishi vont un peu reconnaître le lien. Mais 5 cartes en main. Et puis, en fait, tu faisais rentrer une carte. Donc, c'était un élève qui rentrait dans ta classe, faisait sortir un autre élève. Et donc, tu en avais toujours 5. Et puis, selon où est-ce qu'ils étaient placés, ils avaient plus de chances de réussir. Exemple, tu avais un élève, tu sais, des élèves qui sont super forts tout le temps. Ben, eux, c'est sûr que plus tu les gardes longtemps, ben, plus ils vont un peu perdre intérêt. Alors que d'autres qui sont un peu nuls quand ils arrivent, ils ont besoin d'encadrement, ben eux, ils vont être bons quand ils vont être rendus au plus loin de ta ligne. Donc, c'est un peu cette idée de mouvement dans la main que je me disais, ça, on n'avait pas trop une main fixe, que j'ai clairement été inspiré par Bonanza, jeu où on avait cette idée de main bloquée. Et donc, j'étais parti un peu sur cette idée-là. À ce moment-là, j'avais déjà pas mal de contacts dans le milieu. Surtout, ben, comme je disais, Sébastien Pochon, c'est devenu un bon ami maintenant. Et puis, je lui avais un peu parlé de ça une fois. Et puis, il m'avait dit, fais un proto, puis présente-moi-le. Et c'était un peu comme ça que l'idée est commencée. Et puis là, entre ce que je viens d'expliquer là et puis Naishi, il y a eu beaucoup de développement, beaucoup de processus. Après, à mi-chemin dans tout ce processus-là, j'ai embarqué Alex Fortino, mon co-auteur. Puis c'est là que c'est vraiment devenu le jeu que c'est. C'est cette première idée de création. En fait, oui, il y a des éléments qu'on retrouve dans Naishi, mais il y en a encore plus dans un autre prototype que j'ai pas encore réussi à signer, qu'en ce moment, on travaille avec Yoel de la chaîne. Je regarde très souvent et en fait, je trouve ça très intéressant. Parce que moi aussi, j'ai des idées qui pop et tout, et du coup de voir un peu d'autres auteurs, on va dire le processus de création, je trouve ça cool. Ouais, et puis donc ce prototype-là, qui à l'époque, je me souviens même plus comment il s'appelait, c'était un nom d'université, et puis maintenant, c'est devenu un peu Drakkar, qui est un jeu de viking, donc il n'y a plus rien à voir, parce qu'on m'a assez souvent dit que l'école, tout le monde s'en fout, puis on veut surtout pas retourner à l'école une fois qu'on a fini, donc la thématique était pas très sexy, donc j'ai un peu abandonné, puis c'est devenu des pirates, puis après c'est devenu un viking, mais bon. Ce jeu-là n'est toujours pas signé. Je ne sais pas si un jour il sera signé, mais cette mécanique-là plaît. À chaque fois que je montre le prototype à quelqu'un, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été assez exploité, je pense, dans cette idée de main bloquée. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui le font. Et puis, à chaque fois que les jeux le font, ça marche. Donc, des fois, je me dis, il faudrait que les gens l'exploitent plus. Mais tu as Scout, un autre jeu qui avait un peu cette idée de quand tu as tes cartes à tel endroit, tu essaies de faire des combinaisons. Je pense que les gens aiment avoir des restrictions, des contraintes dans des jeux. Quand tu peux un peu tout faire, il manque un peu un petit sel, je pense. Selon moi, en tout cas. Après, moi, Naishi, j'ai un petit feeling un peu... je vais pas dire poker, mais un petit feeling poker quand même. Parce que comme t'as ce côté où t'as la rivière qui est un peu pour tout le monde, et t'as ta main bloquée, et on va dire la personne qui est en face de toi, elle connaît pas ta main, je trouve qu'il y a ce petit feeling. Ouais, c'est drôle parce qu'une des anciennes versions du proto, c'était d'essayer de faire des combinaisons de poker. Donc, il y avait quand même ça. Donc, c'est pas tout à fait sorti de nulle part ce que tu dis là. Après, je pense que dans le produit final, je le retrouve plus tellement, mais nous, au début, c'était pas du tout un jeu de joueurs Naishi, c'était un jeu où on avait cette idée de 5 cartes en main, 5 cartes posées. Puis, en fait, tu faisais tourner, c'était du draft. Donc, tu faisais tourner ta main sans la déplacer à ton voisin de gauche, et lui devait prendre une carte, l'échanger avec une qui est posée sur son jeu. Et puis, le but était de faire, tu vois, des suites, des paires, des trucs comme ça. Et puis, c'est par la suite qu'on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose. Et puis, c'est là que c'est devenu un jeu de joueurs, puis la thématique japonaise
japonaise est arrivée par la suite. Donc, mais il y a déjà eu une petite inspiration poker là-dedans, oui. Ok. Et du coup, tu me parlais du coup l'arrivée d'Alex. Je sais que j'ai interrogé Florian de Gregame. Ouais. Je sais que tu l'as rencontré durant le bootcamp de Gregame, c'est ça, si je me trompe? Exact. Ouais. La deuxième édition, parce qu'il avait fait ça, d'ailleurs, ils l'ont jamais refait. Ils ont fait une dommage parce troisième, que c'est je vraiment suis pas sûr. c'était hyper cool. Mais il y avait eu une première édition, donc il y a plein d'auteurs qui sont sortis de là, dont Arnaud Chablot, Thomas Favelière, qui a donc signé maintenant plein de jeux, mais c'était son premier, c'était là la première année du bootcamp qui était là. La deuxième année, il y avait donc moi et Alex qui se sont rencontrés là. Moi, j'étais avec mon proto, donc Dracor, celui-là. Et puis, Alex, il était avec son ami Simon. Et eux, ils avaient un jeu qui s'appelait Le Banquet. Et puis, c'est surtout qu'en fait, ce processus de game design-là, je l'ai trouvé tellement motivant. Le fait d'avoir plein de gens pendant tout un week-end qui sont vraiment comme dans un atelier de création de jeu. Donc, vraiment, tu te fais donner des conseils de gens du milieu, et puis après ça, tu vas vite l'essayer avec quelqu'un qui va aussi te faire essayer son jeu. Donc, tu fais à la fois créateur et à la fois testeur. C'était quelque chose qui était hyper motivant. Et puis en plus, Alex, moi puis lui, on s'entend bien. On a un peu le même humour, la même façon de voir les choses et tout. Donc, on a assez... C'est un des... je dirais pas un des seuls, mais c'est clairement lui avec qui j'avais le plus de contact après le bootcamp. On s'écrivait quand même assez souvent. Quand on se voyait dans les festivals, c'est sûr qu'on allait se voir et tout. Et puis, une fois, j'y avais parlé de Dracor parce que lui, il voulait savoir comment ça allait. Puis c'est là que je lui avais dit, mais j'aimerais bien trouver une façon, parce que tout le monde me disait, quand cette mécanique-là de Dracor, disait, c'est trop cool, mais ça, c'est inutile, ça, c'est nul, ça, c'est nul. Par contre, ta mécanique de base est trop bien. Donc, je me dis, mais il faudrait qu'on essaie de trouver une façon de prendre ça puis le mettre dans un jeu plus simple, plus accessible. Et puis ça, c'était un peu l'idée qui est partie de ça. Puis lui, il m'avait beaucoup aidé dans juste la première idée. Donc, je sais plus, en rentrant chez moi, ça c'était au Paris Ludique qu'on avait parlé de ça. Puis en rentrant, en fait, dans le train, j'ai écrit, puis je disais, en fait, tu veux pas le faire avec moi, tu sais, plutôt que de traîner. Puis moi, je suis quelqu'un qui, si on me laisse à moi seul, des fois, je perds de motivation et tout. Donc, c'est bien, je trouve, le game design à deux. C'est quelque chose que j'avais pas trop réfléchi, étant donné que je suis un peu loin de tout le monde. Mais maintenant, avec TTS et puis toutes ces plateformes où tu peux faire du développement en ligne, c'est tellement rendu facile que... C'est vrai que moi, j'ai découvert, ce qui est drôle, parce que je connaissais pas trop TTS. Ouais. J'en avais entendu parler de loin, mais je connaissais pas. Et c'est vrai que du coup, sur le Twitch avec UL, je dis, mais ça, c'est cool et tout. Tous mes tests que je fais où j'imprime, et puis, on va dire, j'ai plein d'idées, mais je suis aussi feignant que mes idées. Ouais. C'est-à-dire que des fois, je dis, je vais devoir couper, on verra plus tard. Et c'est vrai que je suis, pour le coup, par contre, je suis très geek, très informatique, très truc comme ça. Ouais. Et du coup, sur parfait. TTS, on voit direct ce qui fonctionne pas. On peut recasser, retruc assez facilement. Je trouve que c'est un outil. Je sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui l'utilisent, mais c'est un outil qui est pour moi qui est super bien. Je pense que quand tu fais à distance comme ça, c'est sûr que c'est pratique. Moi, j'ai dû envoyer un prototype de Dracor à Yoel avec toutes les tuiles faites et tout. Ça a pris du temps, de l'énergie, de l'argent pour au final que maintenant, il a reçu une version qui ne fonctionne plus, si tu veux. Il faut tout la recommencer. Donc, c'est beaucoup mieux de se dire, on fait tout sur TTS, tu vois. Oui, c'est sûr. Puis pour avoir écouté, j'ai pas suivi tous les lives, mais entre le premier live et le live, par exemple, de ce matin, où vous avez fait le premier test. Ah oui, où je me suis réveillé 2 minutes avant le live, là. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu vois, maintenant, on fait des tests. Puis ce qui est génial, c'est justement, on peut inviter des membres de sa communauté à venir jouer avec nous pour faire des tests parce que Dracor, c'est pas vraiment un jeu de joueurs, mais donc on a pu avoir ce matin une personne de plus. On espère la prochaine fois avoir 2 personnes. Comme ça, on peut vraiment faire des tests à plusieurs. Donc, pour ça, c'est génial. Après, quelle idée de faire un live à 8h. Ouais, c'est une très... il y avait, je pense, 50 personnes pendant un moment. J'étais comme, mais ils font quoi, ces gens, à 8h? Moi, ce matin, je me suis dit, quand ils ont fait le live à 8h, j'étais chaud pour le tester. Après, je dis 8h, je serais jamais réveillé à 8h. Mais en tout cas, je serais jamais prêt parce que moi, je dois emmener mon fils à l'école. 8h, c'est le goal line où je suis dans le speed. Je mets la pression à mon fils pour qu'il se dépêche. Et je me suis dit, mais quelle idée de faire ça. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait quand même du monde, c'est que... et dont moi, en plus. Yoel, il y a quand même son petit fanbase. Hein. Il y a quand même ces gens qui sont fidèles auditeurs. Donc, c'est cool pour ça, quoi. Et du coup... du coup, ce bootcamp, si tu peux aussi me parler un petit peu comment comment c'était, ça consistait en quoi? C'est un peu comme
une retraite d'écriture pour un scénariste ou rien à voir? Ouais, genre. En fait, c'est dur pour moi de le comparer à autre chose parce que j'avais jamais fait quelque chose comme ça. Mais si tu veux, moi, on arrive puis on a donc toute l'équipe de Greux Games, la graphiste Valériane Oli, oui, c'est ça. Et puis il y avait aussi Théo Rivière qui était là. Il y avait donc tous les aspects un peu du game design. Il y avait quelqu'un qui était là pour un peu nous aider, nous guider. Donc, c'est pas que, OK, ton proto, montre-nous-le, on va te donner des conseils. C'est comment est-ce que tu écris un mail à un éditeur? Comment est-ce que tu pitches ton jeu? Comment est-ce que tu le sors? Parce que moi, par exemple, Drakkar, c'est un jeu qui a beaucoup de mise en place. Alors, si tu arrives puis tu as ton rendez-vous avec l'éditeur, que lui, il en a vu 40 dans le jour, puis moi, ça me prend 30 minutes de mettre le jeu en place, c'est perdu d'avance. Donc, comment est-ce que tu arrives prête avec tes tuiles déjà dans le bon ordre, que tu es jusqu'à de les sortir, tac, tu mets sur la table, on commence. Peut-être que tu as même déjà organisé la pioche de cartes pour que tu puisses, en 2 tours de jeu, montrer des exemples de jeux qui arrivent. Tu sais, des trucs comme ça pour vraiment essayer de te donner confiance aussi, parce que c'est sûr que c'est un moment stressant de pitcher ton jeu à des éditeurs. Donc, comment est-ce que tu peux maximiser tes chances pour ça, quoi? Et puis, donc, en plus, le fait d'avoir Théo Rivière qui était là, il a aussi fait une petite présentation sur le co-autorat, parce que, tu sais, Théo, il fait beaucoup de jeux. En fait, il fait quasi que du co-autorat. Et puis, vraiment de montrer que les avantages de ça, quoi. C'est quelque chose que moi, j'avais jamais réfléchi avant de voir la présentation à Théo. Il y avait tout ce côté de, bien sûr, c'est cool parce que tu travailles à 2, mais il y a aussi le côté où une fois que le jeu est sorti, tu célèbres à 2, tu as de la peine à 2 si le jeu ne fonctionne pas. C'est plus cette idée d'expérience partagée. Donc, nous, on le voit en ce moment, c'est-à-dire moi et Alex, à chaque jour, quand quelqu'un met Naishi dans leur pronostic d'Asda ou des trucs comme ça, on se l'envoie. Hey, t'as vu, lui, il a dit ça, hey, ça serait fou. Donc, sinon, je serais tout seul dans cette ambiance-là. Tu vois, j'en parle à ma femme, elle est contente pour moi, mais elle ne voit pas. Et j'en sais quoi, l'Asda? Je suis comme, non, mais tu comprends pas. Donc, ça, c'est tout quelque chose qu'on peut vivre à 2. Puis en plus, nous, on est à 3 maintenant parce qu'on a l'éditeur Benjamin avec qui c'est leur 2e jeu, mais un grand succès pour eux, une petite maison d'édition. Donc, on le vit tout comme ça ensemble, ce succès-là. Et puis, ça fait plaisir, quoi. Et d'ailleurs, du coup, pour revenir à Merle, comment ça s'est passé, du coup, la rencontre avec Merle, qui est pour le coup une très très jeune maison d'édition, parce que du coup, leur premier jeu, c'est Toc Chocotte. Ouais. D'ailleurs, là, il va bientôt passer dans le podcast aussi. Du coup, c'est... Comment ça s'est passé? Parce que pour eux, c'est un pari, surtout quand t'es jeune, jeune maison d'édition, faut pas que tu te rates, parce que si tu te rates dès le début, ça peut être merci d'avoir participé et fin du jeu. Ouais, c'est aussi un pari pour nous. Parce qu'au final, tu sais pas, ils ont pas encore fait leurs preuves. Tu sais pas si tu donnes, en fait, je mets des guillemets, mais ton bébé, tu le donnes à quelqu'un qui va peut-être pas savoir le mettre de l'avant et tout. Nous, on avait quand même beaucoup confiance en le jeu. Moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est assez confiant en général, mais c'est pour ça que j'aimais ça avoir Alex avec moi. Parce que des fois, je me disais, mais c'est moi ou c'est génial? Parce que moi, comment dire, j'ai d'autres prototypes, mais il y en a que je trouve bien, mais je suis pas comme, j'ai envie de faire des parties à répétition sans arrêt. Naishi, vraiment, même quand on faisait du test sur TTS, j'avais juste envie de jouer, puis rejouer, puis refaire une partie, puis c'était vraiment ma cam, ce jeu-là. Donc, moi, il y a un moment où je me dis vraiment, mais je pense qu'on a un proto. Nous, on avait fini le proto, on était à peu près mois de décembre, je crois, novembre, décembre, donc 2023. Et puis nous, on s'enlignait vraiment pour Cannes. On s'est dit, écoute, Cannes, on prend nos rendez-vous, on vise Space Cowboys, on vise tout le monde. Nous, en plus, c'est un jeu 2 joueurs. Space Cowboys, ils ont une gamme 2 joueurs qui représente un peu la taille de la boîte de Naishi et tout. Bref, on avait vraiment misé là-dessus. Et puis c'est Alex qui, en fait, est allé à un festival à Rennes, je crois, au mois de décembre. Et il avait pris le jeu avec, il a dit, écoute, je vais l'imprimer, je vais l'amener avec moi, comme ça on verra si j'arrive à faire jouer des gens. Et donc, il fait jouer 2 personnes qui s'appellent Thierry et Benjamin, du coup, qui sont les fondateurs de Merle, mais ils ne se présentent pas comme étant des éditeurs de jeux. Ils disent juste, on aimerait bien l'essayer, tout, ils jouent. Puis à la fin, Benjamin, il dit, écoute, en fait, on est une maison d'édition, on a un premier jeu qui sort au mois de juin, puis nous, on aimerait faire Naishi. Donc, Alex, il commence à dire, écoute, moi, je suis pas tout seul dans le projet, il faudrait que j'en parle avec mon partenaire, machin. Et lui, il m'a écrit, puis c'est vrai que pour nous, ça n'a pas été tout de suite, oui, go, on signe. Tu vois. Au début, on se disait, mais Merle l'édition, c'est quoi ça? On a regardé tout. On a pris un genre de meeting avec eux, parce que Benjamin, il a été vraiment insistant. Il disait, non, écoute, je vous promets qu'on peut vous faire un truc cool et tout. Il voulait qu'on fasse un meeting sur Skype ou en visioconférence, quoi. Et après, à la fin du premier rendez-vous, j'ai écrit à Alex, j'ai dit qu'on signe avec eux, quoi. Il y a vraiment eu un bon feeling, et puis tu vois que c'était des gars professionnels. Et puis surtout, en fait, ce qu'on savait pas, c'est que Benjamin avait un peu retenu le jeu et c'était
imprimé lui-même une version. Il l'avait fait sur des cartes à la maison, puis il avait joué avec ses potes. Donc, même avant qu'on accepte de lui donner le projet, il était vraiment hyper chaud. Il était hypé à fond, quoi. Pardon? Il était hypé à fond du jeu, il était dedans. Après, l'avantage pour moi aussi de travailler avec une jeune maison d'édition comme ça, il y a, comme tu dis, il y a les inconvénients, c'est qu'on ne sait pas trop où ils vont parce qu'ils ont peut-être pas tous les fils à tirer, comme par exemple tu dis Spesco ou d'autres ou Catch Up Game ou d'autres maisons d'édition qui sont en place et qui ont tous les fils à tirer quand faut dégainer. Mais vu qu'eux, ils ont pas beaucoup de jeux et c'est le début, quand ils prennent un jeu, ils vont le pousser à fond et ils seront focus entièrement sur le jeu. Oui. Et nous, on faisait 4 heures de développement à chaque semaine. Chaque vendredi matin, on se rencontrait les 3 sur Discord et puis on bossait le jeu pendant 4 heures. Et quand je parle avec Seb Pochon, il nous explique qu'il y a des jeux qui traînent depuis 3 ans chez des éditeurs, puis ça avance pas. Puis si, alors nous, ça a été le gros point qui nous a un peu fait signer direct, c'est que Merle nous promettait que le jeu sortait en 2024. Alors que la majorité des maisons d'édition n'ont pas ce genre de promesses, tu vois. Pour que tu dises que nous, on signe en décembre 2023, qu'au mois de juin, au mois de mai, on avait toutes les illustrations du jeu, il était quasi prêt à partir à l'impression. Juillet, c'est imprimé, et puis septembre, on a nos boîtes, c'est en magasin. Pour le coup, c'est un développement hyper rapide. Les gens qui sont pas dans le milieu, ils se rendent pas compte, mais tu sais, t'as des jeux. Moi, j'ai joué, par exemple, Tower Up. Seb nous avait fait jouer au proto il y a maintenant, je pense, 2 ans. Puis le jeu était prêt. C'était la même chose que ce qui est dans la boîte en ce moment. Mais le temps de faire qu'on fasse les moules, qu'on fasse des tests, qu'on trouve un moment dans l'agenda pour qu'ils sortent, Asmodée, le Vulcan, c'est un long processus. Après, c'est vrai que c'est drôle parce que quand on hésitait sur cette question de est-ce qu'on le signe ou est-ce qu'on le signe pas, nous, on avait écrit, j'avais écrit à Bruno Catala et à Seb Pochon, les deux que j'avais un peu connus à travers le podcast, que je me suis dit, c'est deux personnes qui ont de l'expérience dans le milieu du jeu. Puis j'avais écrit à Bruno qui fait souvent des jeux en Kotora et tout. J'ai dit, est-ce que toi, tu ferais quoi dans cette situation-ci? Nous, on croit beaucoup dans le projet, mais est-ce qu'on devrait aller plus loin, machin? Puis en fait, c'est lui qui m'a dit, mais un peu la même chose qu'on vient de se dire. Il dit, mais tu le sais qu'un nouvel éditeur, il n'a pas le choix. Il peut pas se permettre que le jeu fonctionne pas, qu'il sorte pas maintenant. Il faut qu'ils dégagent un salaire et tout. Donc, tu sais qu'ils vont être à fond sur le jeu. Et puis, après, il a aussi dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Il disait, mais t'imagines si les éditeurs, ils pensaient comme toi, t'es en train de penser. C'est-à-dire, ils te voient arriver avec ton jeu, puis ils disent, mais pourquoi je signerais un jeu de Mathieu Bierry quand peut-être que je pourrais signer un jeu de Bruno Catala? Tu vois, dans le sens... Make sense, en vrai. C'est clair, et puis c'est là que je me suis dit, en fait, t'as raison. Et donc, nous, on est vraiment, on n'a aucun regret. Merle, on continue encore à travailler ensemble. Là, on travaille sur une extension de Naishi qui va arriver fin d'année. Mais donc, on continue de bosser ensemble. On est hyper contents. Si je devais dire le point négatif, parce qu'il y a bien sûr, c'est pas tout génial, il y a quand même l'effet de dire, étant donné que c'est une petite maison d'édition, ils n'ont pas un reach énorme. C'est-à-dire que le jeu est sorti un peu à compte-gouttes. Si tu regardes un jeu comme, je sais pas, je compare avec Fairy Ring, qui est sorti chez Repos Prod, tac, il sort en même temps partout dans le monde. Si vous le voulez, il est dispo. Là, nous, c'est, bien sûr, ils peuvent pas prendre ce genre de risque. Ouais, c'est sûr. Un peu, tac, le jeu, il marche, il cartonne en France. OK, bon, alors d'un coup, tu as des Américains qui nous appellent, qui le veulent. Alors là, on commence à regarder avec eux. Là, il y a des Allemands qui le veulent. Donc, entre le moment où les gens veulent y jouer puis la sortie qui va peut-être arriver, peut-être qu'on va les perdre, ces gens-là. Ça, c'est un peu la réalité d'une petite maison d'édition. Après, le problème qui, pour moi, n'en est pas un, c'est que, par exemple, c'est vrai que je suis d'accord que Naishi, il a eu une sortie un peu échelonnée, parce que moi, je te cache pas, à sa sortie, je suis passé complètement à côté. Je l'ai pas vu passer, et c'est très tard, par rapport à la sortie, peut-être 3 mois, j'ai commencé à en entendre parler, j'ai commencé à voir des trucs, je dis, ça a l'air cool ce truc, et de plus en plus, j'ai l'impression qu'on en parlait, que les reviewers en parlaient, que je le voyais même en tête de gondole dans des magasins. J'ai eu l'impression que le curseur, il a mis du temps entre la sortie et son, entre guillemets, son moment de gloire. Ça a mis du temps, quoi. Ouais, c'est clair. Puis nous, il y a un peu une fausse pensée que les gens ont souvent, qu'on m'a eu souvent dit, c'est « Ah, mais parce que tu as une chaîne YouTube, le jeu va bien se vendre. » Ce qui n'est pas du tout vrai, même que je pense que c'est justement plus difficile. C'est-à-dire, le coût de marketing va être fait peut-être plus facilement. C'est-à-dire, oui, je peux en parler dans le podcast. Oui, tu vois, on a 3000 auditeurs par semaine. Oui, je pourrais avoir 3000 personnes qui vont entendre directement.
ah, Naïchi est en boutique. Mais la réalité est aussi que je me fais attendre au tournant beaucoup plus que monsieur et madame tout le monde. Parce que je pense qu'il y a un peu ce truc inné chez les YouTubeurs et les Instagrammeurs ou quoi que ce soit de se dire, mais je veux surtout pas que l'autre, monsieur YouTube soit capable de faire un jeu. Il y a un peu quelque chose qui, moi je l'ai toujours senti comme ça parce qu'Alex me disait tout le temps, oui, mais c'est tes potes, ils vont pas te dire que ton jeu est nul. Déjà, c'est pas parce que des gens sont youtubeurs qui sont mes potes, mais il y a aussi la réalité. Pénélope, la première fois qu'elle a parlé du jeu, elle le dit, j'ai trouvé très honnête de sa part. Elle a dit, je t'avoue que moi, je vois un gars qui est sur YouTube qui fait un jeu. Elle dit, même si moi, je devais sortir un jeu, je serais la première à critiquer parce que tu as joué à des jeux, tu penses être capable d'en créer un. Et donc, je pense que ça m'a donné peut-être beaucoup plus de pub, mais si le jeu était pas bon, je me serais fait ramasser encore plus, je pense, que n'importe qui d'autre. Oui, c'est un peu comme... je sais pas de... Si par exemple, vraiment rien à voir, hein. Mais par exemple, là, Michou qui a sorti un jeu, bon, le jeu, il était nul, mais tu prends plus de risques, comme tu as plus de visibilité, ou Tony c'est vraiment rien à faire, mais où Tony Parker qui se met à faire du rap, tu vois. Donc tu vas avoir la plateforme, mais est-ce que ça veut dire que ça va être bien vendu, est-ce que ça va être bien reçu et tout? Je pense qu'un bon exemple, ça va être Yoel. Yoel a signé beaucoup de jeux. S'ils sont pas excellents, mais il va se faire ramasser. Parce que, tu vois, c'est quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche, qui a eu critiqué des jeux, qui a froissé des gens. C'est sûr que si ces jeux sont pas nickel, ben, il va se le faire dire plus que, tu vois, n'importe qui d'autre, quoi. Oui, après, c'est le jeu, après... Oui, je pense qu'il le sait en plus. Donc voilà, ça fait partie du truc. Mais je pense qu'il y a eu ça qui nous a beaucoup aidé. Le coup de pouce, on joue-tu, a quand même aidé pour surtout le démarrage. Et puis en plus, moi, je pense qui nous a beaucoup aidé dans les ventes, c'est le visuel. Les illustrations de Marine, ils sont vraiment tape l'œil. Il y a plein de gens qui le voient en boutique puis qui font juste se dire, ah, c'est quoi ça? Donc ça intéresse et puis c'est nouveau. Ça, c'est pas c'est un artiste c'est son premier jeu. Donc il y a vraiment ce côté nouveau. Non, c'est vrai qu'en plus le thème du Japon, c'est un thème qui a été fait des centaines et des centaines de fois. C'est un thème qu'on aime bien dans le jeu de société, mais c'est vrai que là on ressent une nouvelle patte qui n'a pas forcément été vue pour le coup plein de fois. Je pense que quand tu es dans le milieu, parce que là c'est sûr que là ce qu'on se dit là, c'est le microcosmos, hein. C'est vrai que monsieur et madame tout le monde, eux ils voient le jeu, ils disent ok, ils se posent pas les questions qu'on se pose, quoi. Déjà ils regardent même pas le nom sur la boîte, ils regardent rien, quoi. Tu vois, j'ai un peu l'impression que ça commence à arriver avec Vincent Dutray. J'ai l'impression qu'il illustre tellement de jeux que les gens le reconnaissent maintenant, puis il y a un peu ce côté, encore une fois, pas pour monsieur et madame tout le monde, mais pour nous les joueurs, ok, ça c'est Vincent Dutray. C'est beau, c'est propre, mais il y a quelque chose des fois qui manque, tu vois. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est cool d'avoir des nouvelles personnes dans le milieu des illustrations, tu vois. Tu me disais que tu continuais un peu à des protos et tout, à part Drakkar, là, que tu es en train de, du coup, continuer le développement avec Yoel. As-tu d'autres jeux que tu penses pouvoir amener au bout ou t'as juste des morceaux de proto à gauche? C'est dur à dire, amener au bout, ça peut se faire en 2 minutes comme ça peut se faire en 2 ans. En tout cas, j'ai des projets qui sont entamés, des projets sérieux. Ben, clairement, il y a Drakkar, mais il y a aussi un jeu que ça fait 2 ans que je travaille dessus avec Thomas Favalière. C'était un jeu qui a changé 12-13 fois, mais là, on est quand même pas si mal. Et puis, on a amené aussi Alex sur le projet, donc on est 3 sur le jeu. C'est un jeu, pour l'instant, c'est un genre de braquage de banque, un genre de semi-coop qui je pense pas que ça va être prêt cette année, mais je pense que si on arrive à un peu bosser dessus cette année, il y a moyen qu'on puisse se présenter peut-être même à Vichy cette année. On visait Cannes, mais là, c'est trop tard. C'est quand même c'est plus difficile de faire des jeux à 3 parce qu'il faut avoir 3 horaires qui se coordonnent. Puis il y en a qui ont des enfants et tout, c'est un peu compliqué. Mais ça, je pense que je le verrais bien arriver au bout. Mais je me vois mal maintenant commencer autre chose. J'aimerais bien finir ceux que j'ai un peu entamés. Arriver au bout en tout cas, de tes projets que t'as en ce moment. Ouais. Avec Alex, on a aussi lancé une autre idée de projet il y a une semaine ou 2. Et puis, on était à fond. On a passé toute une journée à faire du dev. Puis à la fin de la journée, on s'est dit, en fait, c'est un peu nul. mais ça nous arrive des fois comme ça avec Alex. On se dit, ça a tellement bien fonctionné pour Naïchi qu'on essaie quand même de voir si on peut pas continuer sur un autre truc ou à voir, quoi. Après, c'est toujours bien. Puis, c'est vrai que je trouve ça cool et j'ai l'impression que de plus en plus dans le monde du jeu de société, en tout cas en France, il y a de plus en plus de jeux qui sont en co-auteur ou 3 auteurs dessus, et de plus en plus, et c'est vrai, comme tu disais,
ce qui est bien quand tu le fais à plusieurs, c'est que quand tu es tout seul, tu mets ta mécanique, tu mets ta chose en place, mais on va dire, tu te remets moins en question. Alors que quand il y a quelqu'un en face qui a peut-être pas les mêmes idées et qui même c'est encore mieux s'il n'a pas les mêmes idées que toi, même s'il faut être en accord, mais qu'il n'ait pas les mêmes mécaniques ou ou la même expérience, parce que c'est pas la même personne tout court. Et ben du coup, je trouve que ça fait un rebond. Ok, on va aller là. Ah non, peut-être là. Je le vois bien avec Yoel quand vous faites le game design le matin. Et ben ça rebondit, ça va à gauche, ça va à droite. Et je trouve que en tout cas de plus en plus, je trouve ça cool quoi de faire ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, particulièrement en France, est très fort. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent sur du co-autorat. Si tu compares, par exemple, avec en Allemagne ou aux États-Unis, tu as beaucoup plus des auteurs un peu connus. Ils font telle chose, tel jeu. Mais c'est vrai qu'en France, ça se fait beaucoup, beaucoup. Bah ouais, c'est sûr qu'en France. Et puis, peut-être aussi, je sais pas, parce que en France, on est quand même un marché, en tout cas dans le monde du jeu de société, on est quand même une place assez forte dans le jeu de société. Et de plus en plus, de plus en plus. Je pense que dans les dernières 5 années, on a un peu presque passé par-dessus, je dis on alors que je suis pas français, mais le milieu francophone, en tout cas, a un peu passé par-dessus l'Allemagne, j'ai l'impression, comme étant, pour moi, la France, c'est un peu le pays du jeu maintenant. En tout cas, j'ai cette impression, j'ai cette impression que même par rapport en vivier, en nombre de joueurs, en nombre de jeux, en maison d'édition, j'ai l'impression que le milieu du jeu de société est en expansion. Même énorme. Pour des jeux, j'ai remarqué, surtout depuis l'année genre 2020, si tu regardes le nombre de gros projets Kickstarter qui sont faits de jeux d'auteurs français, tu vois, des trucs comme des Dead Cells ou des, comment il s'appelle, Archaïs, et puis Ironwood, un jeu de Mind Clash Games qui va sortir bientôt, fait par 2, alors je pense que c'est des Belges pour le coup, je pense pas que c'est des Français, mais bref, il y a quand même, on prend le plus ces risques-là maintenant avec les auteurs francophones, donc je pense que ça montre qu'il y a une gage de qualité là derrière, ça c'est sûr. Et du coup, toi, en parlant de la francophonie, t'as essayé des fois de présenter tes jeux, par exemple, au Canada. Après, il y a pas, je sais pas s'il y a beaucoup de maisons d'édition au Canada. Je sais qu'il y a Scorpion Masqué qui sont les plus connus, mais je sais pas s'il y en a d'autres. Scorpion Masqué, je leur ai montré Dracor, parce que je connais assez bien Martin Montreuil, qui est qui a aussi un podcast et chaîne YouTube au Québec, et qui est aussi un des membres, ils sont 4-5, 3-4 je crois, qui font partie de Scorpion Masqué, puis c'en est un des 4. Je lui avais montré, le jeu n'était pas assez développé et tout, c'est un peu allé nulle part, mais non, je leur ai montré à eux. Après, c'est plus facile pour moi d'envoyer des jeux en France que de les envoyer au Québec, tu vois. Même, j'étais pas au Québec à l'époque que j'étais fan de jeux, donc j'ai pas vraiment ces liens-là avec le Québec. J'ai beaucoup de liens avec les youtubeurs québécois parce que on est assez une petite communauté qui se soutient pas mal là-bas. Donc Professeur Board Game, les gars de l'école du jeu et tout, on se connaît assez bien. Mais pour ce qui est éditeur et autres, non. Ok. Bon bah cool. Du coup, à part si t'as d'autres choses à me dire sur Naishi ou sur tes expériences, on va dire, dans le jeu? Écoute, je pense que les gens qui vont écouter ce podcast et le dernier podcast que j'ai fait avec est-ce que ça joue, non, ça joue ou quoi, ou je sais pas trop quoi, mais ils en ont trop entendu parler de Naishi, je pense. Ils en ont parlé d'autres choses. Oui, c'est sûr. Bah après, Naishi, on va dire, c'est ton... Comment dire ? C'est ton actualité. Après, c'est vrai que maintenant, faut passer un peu à autre chose, mais c'est quand même ton actualité. Et puis toi, c'est quand que ça va sortir cet épisode? Bah là, j'en ai peut-être dans 1 mois, je pense. Dans 1 mois, ah ouais, donc potentiellement, vous allez écouter ça, puis peut-être que Naishi a été nommé à l'As d'Or, puis je vais être fou de joie, et puis peut-être qu'il ne le sera pas, puis je vais être déçu, puis c'est la vie. En tout cas, c'est quoi? C'est lundi ou mardi c'est mardi, c'est le 28. Donc, nous, au moment où on enregistre ce podcast, comme disait mon ami Benji, c'est le 23. Ouais. Donc, on est le 23, donc c'est dans 5 jours. Quoi. Dans 5 jours. Et du coup, toi, tu t'espères, tu le sens, ou tu sais pas? Après, ce qui est dur, je pense, au-delà de ça, cette année, elle est assez violente niveau jeu. Ça dépend dans quelle catégorie tu te trouves. Je pense que si Naishi avait été un jeu expert, j'avais des très bonnes chances. Là, étant donné que c'est un jeu initié, c'est vrai que l'année... En fait, tu rajoutes quelques pions, tu peux dire c'est expert, hein, ça va. C'est ça. Mais non, en plus, tu vois, les gens qui écoutent mon podcast ou regardent mes vidéos, qui me connaissent, savent que j'aime bien un peu jouer le gars, pas du tout humble, et puis tu vois, qui dit, mais oui, c'est sûr qu'il va gagner tout. Mais la réalité est que non, je pense pas du tout.
je sais pertinemment que je vais pas gagner l'As d'or. Mais par contre, il y a des moments où je crois qu'une nomination, c'est possible. Puis après ça, d'un coup, le lendemain, je me dis, ah non, jamais, il y a beaucoup trop de jeux, machin truc. Mais c'est vrai que là, ce qui est drôle, c'est qu'on voit beaucoup de gens mettre leur pronostic d'As d'or. Et puis, bon, il n'y a pas énormément, hein, mais il y en a quand même quelques-uns qui le mettent dans la catégorie initiée. Donc, déjà, ça me fait plaisir à voir. Je t'avoue que plus que même, je sais que c'est tellement kitsch de dire ça, mais même plus que nomination ou whatever, c'est de voir que les gens y jouent et qu'ils l'aiment. On a tellement de retours de gens qui disent non, mais moi, c'est mon jeu à 2 de l'année. Tu sais, dans une année où tu as le nouveau Seigneur des Anneaux Duel qui sort, des jeux comme ça, des gros bangers, puis qu'on me dit non, mais Naishi, c'est mon jeu à 2 de l'année. Nous, c'est plus ça la marque de qualité que l'As d'or. Bien sûr, si je suis nommé, je vais être fou de joie, mais voilà, c'est pas quelque chose que j'ai besoin d'avoir. Oui, c'est juste, c'est un peu comme, bon, moi je suis très foot, un peu comme le Ballon d'Or, si tu l'as, c'est ok, mais si tu l'as pas, ton travail d'équipe est déjà fait et t'as déjà fait un truc fou, quoi. Et en fait, moi, ça me ferait surtout plaisir pour l'équipe derrière. Tu vois, je veux pas nommer des noms ou quoi que ce soit, mais des fois, tu as l'impression que c'est un peu toujours les mêmes maisons d'édition qui sont nommées à ces prix-là. Ça serait cool d'avoir. Tu vois, il y avait eu Spiral Édition il y a 2-3 ans là, avec District Noir, qui était une nouvelle maison d'édition. Donc ça faisait plaisir que Merle puisse avoir un prix comme ça. Ça serait chouette. Mais bon. Après, la différence entre Spiral et Merle, Spiral, c'est une nouvelle maison d'édition, mais c'est pas des nouvelles personnes dans le monde du jeu. Alors que Merle, ils sont assez jeunes dans le monde du jeu. Ouais, c'est ça. Après, ils avaient de l'expérience en maison d'édition ailleurs, surtout le Thierry qui était graphiste, qui a été chez Studio H pendant un moment, mais bref, si je dis pas de bêtises. Mais bref, ça ne change pas le fait que bien sûr que ça nous ferait plaisir. Moi, si je peux monter sur scène et puis dire des conneries, ça va me faire plaisir, tu vois. Tout va bien. Je dirais à tout le monde qui a douté de moi. Tous mes élèves qui me regardent à la maison, qui disent que je suis nul. Et du coup, pour la chaîne... on joue tout. Ah, pardon. On joue tu. Ouais. C'est vrai que c'est. Parce que. C'est pas français en vrai, on joue tu. Alors, c'est québécois. C'est à toi de me dire si le québécois c'est français ou pas. Bah, mais c'est francophone en tout cas. Ce qu'on appelle un québéquisme. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on dit au Québec que nous, moi je dis ça au Québec, les gens me comprennent. Mais ici, en fait, si tu mets tu à la fin d'un verbe, ça devient une question. On mange-tu, on boit-tu, on va-tu. Et donc, on joue-tu, c'était ça, quoi. Ok, d'accord. C'est vrai, après, moi, j'avais une pote qui venait du Québec, et des fois, quand on parlait, je comprenais rien. Et pourtant, elle parlait français, je parlais français, mais elle utilisait des expressions, je comprenais rien. Ouais, mais bon, moi, j'ai cette expérience quand je vais au cinéma ici, puis je regarde un film québécois, puis il y a des sous-titres. Alors que, tu vois, tout le monde parle français. Ça me rend un peu fou parce que nous, on n'a pas besoin de sous-titres pour comprendre le français de France, tu vois. Donc, je sais pas. Si je devais dire qu'il y avait une langue francophone qui est plus supérieure aux autres, je dirais le québécois, mais bon. Make sense. Non, mais make sense, c'est logique. En plus, comme c'est eux qui ont créé la langue, donc c'est normal, c'est logique. Ouais, c'est clair. Non, je comprends. Tu as déjà entendu là, on est un peu en train de dévier du sujet, mais je sais pas si tu as entendu que selon les historiens, le français québécois est plus proche du français qui était parlé en 1900, en 1030, 1300 à Paris que ce qu'on entend maintenant à Paris. Étant donné que c'est tout, tu vois, la Nouvelle-France, c'est les gens qui sont dégagés là-bas, puis on avait moins cet impact de toutes les régions qui ont un peu déformé la langue française. Alors voilà, c'est selon les historiens. Mais après, en vrai, après, je suis pas du tout historien et je suis un peu bien en histoire, mais en tout cas, l'histoire me paraît plausible. Parce qu'en plus, tu vois le nombre de... Tu sais, quand vous dites tout droit, il y a un T à la fin, là, mais vous le prononcez pas. Il y a plein de ces lettres qui sont disparues, alors que nous, au Québec, on les dit, t'sais. On va dire, c'était à drette. Donc, on les prononce beaucoup plus, les lettres qui sont un peu disparues pour vous, quoi. Bah après, c'est un peu en soi... moi, je suis antillais, c'est un peu comme le créole, des fois, où des fois, on utilise des mots de français qui sont complètement différents, et pour nous, on dit, bah, c'est français, et en France, en métropole, en tout cas, on l'utilise pas. Ouais. Voilà. Et du coup, du podcast. Ouais. pour revenir sur on joue-tu, et as-tu autre que le podcast des projets, des choses pour la chaîne pour développer, ou tu continues un peu sur
sur ce que tu fais déjà? Moi, j'ai été, pendant 3 ans, j'avais réduit mon taux de travail à l'école, donc je faisais 50%. Ça veut dire que je travaillais du lundi au mercredi, puis j'avais le jeudi, vendredi où je pouvais soit me déplacer pour un festival de jeux, soit prendre du temps pour faire des vidéos et tout. Maintenant, depuis cette année, donc depuis le mois de septembre, je suis revenu à 100%, ce qui veut dire que j'ai plus ces journées de congé pour faire tout ça. Donc, les vidéos YouTube, maintenant, c'est vraiment quand j'ai le temps, puis que j'ai quelque chose qui me botte. Avant, j'avais vraiment des vidéos qui sortaient à chaque semaine. Maintenant, je peux plus faire ça parce que j'ai pas le temps. Mais tu vois, comme hier, j'avais toute la journée, puis je me disais, je vais faire une vidéo pronostic pour les As d'or. Tu vois? Donc ça va sortir aujourd'hui, donc le 23, au moment où on enregistre. Et donc ça va sortir sur la chaîne. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Je sais pas. J'avoue que maintenant, la majorité de mon activité, c'est le podcast. C'est le truc aussi qui me botte le plus parce que je suis pas tout seul devant une caméra. Je suis avec mes 2 potes, puis on cause de jeu. Puis ça prend aussi beaucoup moins de temps. Toi, la réalité, tu le sais, tu fais du montage de podcast. Nous, même si on enregistre 3 heures de temps, moi, je note les moments où je sais que je vais devoir couper. Donc, quand je refais mon montage, je vais tac, 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 je coupe, je mets ça en ligne, puis ça m'a avec des potes, tu vois. Après, moi, c'est une question d'habitude aussi. Je vois directement sur le logiciel avec la courbe. Et je vois les bugs. Visuellement, je me dis, ah là, ça bug. Là, ça bug. Je vois directement. Et franchement, moi, je monte peut-être 1 heure de podcast en 1 heure, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, c'est vrai que si maintenant j'avais à choisir, c'est sûr que je lâche la chaîne YouTube avant ça. Mais on s'en sert aussi beaucoup quand on fait, de temps en temps, on fait avec le podcast des vidéos en live. Donc, des podcasts en live. Donc, ça, dans ce temps-là, c'est vrai qu'on prend le temps de faire sur YouTube, quoi. Ok. Par exemple, moi, je t'avais connu et je trouvais ça cool. C'était, t'avais fait une vidéo avec Orelsan. Ouais. J'avais vu ça et je trouvais ça drôle. Qui a été, je me suis fait bannir la vidéo de YouTube, quoi. Je peux plus la poster. Donc, je pense qu'Orelsan n'était pas content. C'est les questions de droit ou les trucs comme ça. Ouais, il y avait une question de copyright, mais pendant longtemps, en fait, j'avais juste, elle n'était pas rémunérée, c'est-à-dire je ne pouvais pas toucher de l'argent. Bon, de toute façon, je touchais pas grand-chose de base, mais là, maintenant, elle a carrément plus le droit d'être en ligne, donc je sais pas ce qui s'est passé depuis. Mais c'est l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit, il disait, hey, je trouve plus ta vidéo Orelsan, elle est plus en ligne, quoi. Je l'ai vu sur YouTube, je l'ai vu encore hier. Pour vrai? Alors, il faudrait que j'aille regarder. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit justement, elle est rendue privée, je peux plus la voir. Bref. Mais donc, tant mieux si on peut encore la voir. Mais j'avais fait celle-là, puis j'avais aussi fait une autre vidéo, une parodie de Sous le vent de Céline Dion et Garou, que j'ai fait avec Mims, qui est aussi une collaboratrice de notre chaîne. Et puis, donc, moi, bien sûr, je fais la voix de Garou, puis c'est toute la chanson, c'est Sous la table, puis c'est un peu le classique d'à chaque fois que tu ranges un jeu, il y a toujours un petit pion qui est sous la table, puis tu dis, ah merde, il faut que je rouvre la boîte et tout. Et puis donc ça, c'était un truc qu'on avait travaillé, genre, tu vois, je pense 3 jours à faire la chanson, écrire les paroles, tu vois, filmer et tout. Moi, je m'étais dit, mais ça va faire 100 000 vues, tu vois. Et puis 6 000 vues, et puis c'est tout. Mais ça m'a tellement découragé parce qu'on a mis tellement d'efforts. Et puis en plus, étant donné que je ne le fais pas tout seul, tu vois, il y a quelqu'un avec moi, je veux qu'on ait ce succès à 2. Puis bon, ça a beaucoup plu pour les gens qui l'ont vu, mais elle n'a pas atteint un plus gros Après, public. On est dans le jeu de société, c'est quand même un microcosmos. Non, c'est ça. C'est qu'il n'y a pas des chaînes qui font déjà plus de 10 000 vues sur une vidéo. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais il y en a. Puis je pense que c'est dommage parce que des fois, je fais des vidéos que je me dis, comment dire, ça a atteint son public. Alors que avec cette vidéo-là, et puis aussi celle d'Orelsan, au final, je pense que c'est des vidéos qui, s'ils étaient vus par plus de gens, auraient plus de succès. Mais bon, ça, c'est pas quelque chose que je peux contrôler, mais... C'est sûr. Après, c'est assez dur. Moi, du coup, je fais ce podcast-là depuis, là, ça va faire 2 mois. Je le fais vraiment pas pour faire de la vue. On va dire, c'est le dernier truc, le dernier de mes soucis. Mais ça fait quand même plaisir que je vois de plus en plus les gens qui écoutent. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent. Et je trouve que ça me pousse à le faire, même si c'est pas mon but premier. Je trouve ça cool. Ouais, c'est clair. Puis tu vois, on en parlait justement hier, parce que hier, on a eu comme invité Coralie de la chaîne Dis on joue, la Belge. Et c'était elle l'invitée sur notre podcast. Puis on a eu parlé de ça, de est-ce qu'on regarde les vues et tout. Puis moi, je pense que c'est de se mentir de dire qu'on s'en fout. C'est impossible de t'en foutre. Si tu vois que tu fais une vidéo ou quelque chose, tu as 0 auditeur, tu dis, mais moi, plus jamais. Tu vois. Moi, j'ai fait l'expérience une fois, j'ai essayé de me lancer sur Twitch. Je jouais à un jeu vidéo sur Twitch, puis il y avait une personne. Puis moi, tu parles en espérant que la personne va répondre, puis ils répondent pas. En fait, tu parles dans le vide, puis tu dis, mais qu'est-ce que je fais, tu vois? Je perds mon temps, mais total. Donc, c'est pour ça que ce qui est cool avec les vidéos IOL, c'est qu'il n'est jamais tout seul. Quand tu fais du live seul, c'est vraiment compliqué, en fait. Donc, toi, après, au moins, quand tu fais avec un invité, au pire, tu parles avec ton pote, et puis c'est pas du temps perdu, tu vois. Oui, voilà. T'avances dans ton... Tu discutes, quoi. C'est juste une conversation en live sans personne, mais t'as une conversation.
Ce qui est chaud, c'est que là, toi, tu dis que ça fait 2 mois que tu commences. Ben, tu vois, moi, quand je me suis lancé il y a 4 ans, il y avait beaucoup moins de podcasts, de ci, de ça. Donc, c'était plus facile de se faire une audience, tu vois. Je pense que maintenant, c'est de plus en plus dur d'un peu faire sa place parmi, tu vois, si on regarde le nombre de podcasts ludiques qu'il y a maintenant, ça a, je pense, triplé depuis que nous, on a commencé. Ah oui, c'est sûr. Mais je peux te dire que nous, dans nos débuts, dans les 2-3 premiers mois, il n'y avait pas grand monde. Puis moi, j'avais déjà l'attrait de YouTube. Donc, les gens qui me suivaient sur YouTube sont vite switchés sur le podcast. Et dans les débuts, tu regardais ça, tu dis, 100 écoutes par l'épisode, c'est pas beaucoup, tu vois. Bah, c'est un peu ce que je tourne en ce moment. Tu vois, je te dis, mais ça, il faut continuer. Moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens qui commencent sur YouTube ou quoi que ce soit. Tu vas pas voir des résultats avant 1 an, 1 an et demi. Tu as des trucs que tu vas être content. Il faut que tu accroches les gens et tout. La beauté avec des podcasts comparé à des vidéos YouTube, c'est que quand tu crées un auditeur fidèle, il va le rester pour un bon moment. C'est-à-dire que en général, tes statistiques sur des podcasts, ça devrait que monter. Alors que sur des vidéos YouTube, tu peux faire une vidéo qui éclate, puis le lendemain, tu en fais un autre, puis personne ne la regarde, puis tu comprends pas, puis tu es un peu victime de l'algorithme, tu vois. Bah, c'est sûr. Après, moi, ce que je trouve cool, en tout cas, de faire le podcast, et c'est pour ça que je l'ai fait, c'est moi, j'aime bien écouter les histoires de chacun dans le monde du jeu de société, parce que le jeu de société, c'est quelque chose... je suis passionné, j'adore ça depuis longtemps, et c'est un univers qui m'intéressait, et du coup, comme moi, je travaille dans la prod, le montage, l'audiovisuel, qui est une autre de mes passions, je me suis dit, j'aimerais bien connaître un peu le milieu, connaître les gens, connaître un peu... Et je me suis dit d'écouter les histoires des gens du milieu, et ben du coup c'est super intéressant, et je trouve ça super cool en fait, et même de faire ces conversations, même si ça aboutit à rien en vue, et que personne ou peu de personnes m'écoutent, je trouve ça cool. Juste d'écouter les histoires et de partager ces moments, ça time mes journées, je trouve ça cool. Ouais, à fond. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire. Mais c'est sûr qu'éventuellement aussi, c'est cool d'avoir les stats qui vont avec, pour voir que ton travail est reconnu. Bah là, je vois, en 2 mois, ça augmente, donc en vrai, c'est cool. Ouais, c'est bien. Et puis donc, moi, je vais partager cet audio dans ma commu, puis tu vas avoir 2000... Ah bah c'est sûr. En plus, parce que là... en fait, c'est pour ça aussi que je fais venir des stars. Hein. C'est que pour ça. Hein. Ah putain, faut pas qu'ils me disent ça à moi. Hein. Du coup, on va passer du coup à la deuxième partie, qui sont un peu où tu vas me dropper des noms de jeux qui sont un peu des goals dans ta vie de perso et dans ta vie de joueur. Premier lancé. Oui, c'est son premier lancé. Quel est ton premier lancé, on va dire? Bon, tu m'as déjà un peu parlé de Catan, mais quels sont les jeux qui t'ont fait aimer le jeu de société? Bon, alors c'est sûr que la réponse facile, c'est Catan. C'est certainement le premier amour, si on veut. Puis c'est vraiment... c'est drôle parce que maintenant, on dit toujours un peu en blague que ça sert à rien d'acheter des extensions parce qu'on les joue pas, machin. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je connaissais que Catan puis j'avais acheté une extension, ben, j'ai joué à l'extension de Catan plein de fois. Ce qui est drôle, c'est que maintenant, je peux vraiment plus le voir, ce jeu-là, mais vraiment. Il y a des vieux jeux que j'aime bien y retourner. Catan, j'ai joué récemment, alors récemment, ça a peut-être 2 ans, mais vraiment, j'ai trouvé ça long et chiant. Donc, vraiment, j'ai eu de la peine. Je pense que si je parle de vraiment le jeu qui m'a ouvert les yeux à ce que ça peut être et tout, alors, clairement, il y a Catan, mais Seven Wonders, ça a vraiment été une claque énorme. J'avais un ami qui m'avait présenté ce jeu-là, et puis l'idée de pouvoir jouer à 7 personnes et que ce soit pas plus long que si tu joues à 3, et puis que tout le monde joue en même temps, et puis tu vois, il y a des décisions importantes, tu as de l'interaction, c'était vraiment une claque. Et puis tu vois, contrairement à Catan, moi tu me ressors Seven Wonders aujourd'hui. C'est ok en vrai. OK, ouais. Ça a pas vieilli, ça n'a pas pris un ride. Donc, non, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment, on peut parler de premier amour. C'est clairement pas une réponse originale à donner parce qu'il y a un peu mais après, en vrai, surtout notre génération, je sais pas quel âge tu as, mais notre génération, excuse-moi, t'as quel âge du coup? J'ai 34. Ouais, du coup, t'es un peu plus jeune que moi, mais c'est à peu près la même génération. On a grandi avec ça, en vrai. Oui, puis en plus, il y a le côté, c'est français, tu vois. Donc, il y avait un peu ce côté, c'est pas un nom qu'on n'est pas capable de prononcer. C'est Antoine Boza, c'est un peu... voilà. Je pense que, veut pas, ce jeu-là a quand même marqué l'histoire du jeu de société d'une façon... tu pourrais vraiment tracer le moment, genre, toutes les gens ça les a allumés direct, ce jeu-là. Surtout, en tout cas, en francophonie, ça, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, y a-t-il des jeux qui ont marqué des étapes importantes de ta vie?
Je pense que, comme je dis, les deux que j'ai nommés, c'est sûr qu'ils ont marqué. Je me souviens, la première partie que j'ai faite, Zombicide aussi. J'avais un pote à l'université qui m'avait montré ça. Et puis, c'était tout le contraire de ce que j'ai aimé de Seven Wonders. Tu vois. C'était pas du tout élégant. C'était vraiment, mais il y avait un côté plus. On se fendait la gueule. On trouvait ça tellement drôle. Tu balances des dés. Et puis, un autre jeu que je pourrais plus jouer aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, avec mon petit groupe avec qui on jouait, il y avait un peu ce côté de. On avait un rendez-vous régulier, tu vois. Une fois par mois, on se voit, on joue à Zombicide, on essaie de battre tel boss, tel niveau, tout. Donc ça, c'est un jeu qui m'avait aussi bien marqué dans leur plus jeune. Plus récemment, je pense, clairement, quand les gens pensent à moi, quand ils pensent à On joue dessus, il y a souvent le lien qui est fait avec Broom Service, qui est un jeu que... c'est un jeu qui est sorti, qui a pourtant gagné le Spiel en 2014, le Kenner Spiel, mais qui a été totalement oublié. Et puis moi, je l'avais acheté à l'époque, j'achetais tous les jeux qui gagnaient les Spiel. Et je me rendais compte que personne parlait de ce jeu-là. Puis moi, je le trouvais génial. Et puis j'avais fait une vidéo, je pense, 2 ans là-dessus. Et puis à partir de ce moment-là, il y a plein de gens qui me faisaient référence à ça, qui disaient « Hey, Broom Service ». Puis c'est devenu un peu le running gag dans notre podcast parce que un de mes co-animateurs le déteste, ce jeu-là. Et donc, c'est toujours un peu le clash de dire « Oui, mais Broom Service et tout ». Puis donc, moi, maintenant, ça arrive des fois en salon ou s'il y a des gens qui viennent à une journée jeu ici, tout le monde veut jouer avec moi à Broom Service. Donc, c'est un jeu qui est marquant dans ma vie, presque malgré moi, c'est-à-dire, étant donné que j'en ai parlé, que tout le monde l'associe à moi, puis c'est vrai que c'est un de mes jeux préférés ever, mais c'est devenu un peu presque mythique, quoi. Les gens veulent jouer, et ça a un peu dépassé moi et dépassé le jeu. J'ai même eu une conversation avec Alexander Pfister à propos de ça, parce qu'il y a une petite de gens qui maintenant vont acheter ce jeu-là, qui vont essayer de le trouver, donc les auditeurs du podcast et tout, qui vont essayer de l'acheter pour montrer, hey, regarde, je l'ai trouvé, parce que c'est vrai qu'il est plus facile à trouver maintenant, c'est un jeu qui est sorti en 2014. Pour l'anecdote, j'ai même une fois Vincent Dedième, donc un des membres du jury, et puis bien sûr l'acteur français, qui m'a envoyé une photo sur Instagram pour montrer qu'il avait trouvé une boîte de Broom Service. Donc c'est vraiment ce jeu qui est comme un peu associé à la chaîne On joue dessus et forcément moi à travers ça. Et puis bien sûr, c'est sûr que Naishi a marqué ma vie. Et si je devais, je vais peut-être en rajouter un autre. Pendant le confinement, moi et ma femme, on a joué énormément à Teotihuacan. Un jeu c'était un peu le premier gros jeu que ma femme jouait, puis vraiment elle était accro, elle voulait jouer à tous les soirs, on avait le temps, parce que bien sûr, le confinement. Mais ça m'a quand même beaucoup marqué. À chaque fois que je rejoue à ce jeu-là, il y a un petit côté nostalgique qui ressort. Donc ça a clairement marqué ma vie aussi. Et puis comme j'ai dit, Naishi récemment, of course. Ok. Et du coup, dans ta ludothèque, as-tu des jeux un peu mallettes de poux, de cœur, qui sont là et que même s'ils sont nuls, tu te débarrasseras jamais de ces jeux? J'avais pas pensé à ça. Mais il y a des trucs que je vais jamais me débarrasser, que je sais que c'est pas tout le monde qui aime. Par exemple, moi je suis un grand fan de Dungeon Fighter. Puis je sais que ça passe ou ça casse avec les gens. Il y a vraiment ce côté où il y en a qui trouvent ça, mais ils comprennent pas. Je sais pas si tu connais Dungeon Fighter. Non, pas du tout. C'est un jeu où c'est un genre de mix entre un jeu d'ambiance puis un jeu de dungeon crawling. Parce qu'en fait, tu as une grosse cible au milieu de la table. Et puis donc, tu vas affronter, c'est un jeu coopératif, tu as des monstres qui vont apparaître, par exemple, ils ont 10 de vie. Là, chaque joueur doit lancer un dé sur la table, le faire rebondir sur la table pour qu'il essaie de tomber sur la cible. Et des fois, il y a des monstres que ça va être OK, il faut que tu le fasses, mais avec les yeux fermés. OK, il faut que tu le fasses avec en lançant entre les jambes, par en arrière, pendant que tu sautes dans les airs en faisant un 360. Il y a plein de trucs hyper banals comme ça, mais j'ai eu certaines des meilleures expériences de jeu de ma vie à jouer à ce jeu-là avec des potes complètement arrachés, puis tu sautes, tu tombes par terre, et puis tu sais, c'est vraiment... C'est un jeu qui est sorti du jeu. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper fun. Après, j'ai joué avec des gens, ça a floppé total parce que si tu rentres pas un peu dans l'ambiance, que c'est débile, et puis oui, c'est beaucoup trop dur, puis c'est sûr qu'on va pas gagner. Mais ils ont fait récemment un Kickstarter pour les 10 ans, je crois. J'allais dans le coin là-bas, puis c'est... et du coup, il y avait genre 4 cibles différentes avec des valeurs différentes et tout. Moi, j'ai tout mis, j'ai pris un all-in et puis c'est une boîte que je vais jamais vendre. Tu vois, c'est vraiment mon bébé, quoi. Sinon, je sais pas, j'essaie de penser. Moi, je suis assez du genre à me débarrasser des jeux si je les joue pas, tu vois. Il y a des trucs, si ça fait plus d'une année. Après, c'est plus quand ça devient un investissement énorme, comme derrière moi, je pense, tu vois, j'ai un énorme Everdell, la collection complète. Je pense que c'est le plus d'argent que j'ai mis dans un jeu. J'aurais de la peine à le vendre, celui-là. Il y a un peu un côté, c'est un objet collector, tu vois. Mais du coup, par exemple, tu vois, moi, pour revenir à moi, je sais que j'ai un jeu, et pourtant, le jeu, il y a une boîte de unlock. Le jeu, je l'ai terminé depuis longtemps, mais ce jeu, il a l'histoire. J'ai déjà raconté plusieurs fois dans le podcast pour ceux qui écoutent. En fait, on jouait à ça quand ma femme
du coup par du réseau pour aller accoucher. Et du coup, ce jeu-là, à chaque fois que je le regarde, il a l'histoire qui va avec, et même si en vrai, je vais jamais le faire, je le garde pour cette histoire, en fait. Ouais. Là, alors, moi, j'ai rien comme ça. Il n'y a rien qui me marque à ce point-là. Non, j'ai essayé de regarder ma bibliothèque. Ouais, c'est vrai que toi, c'est une histoire très personnelle, très... Moi, j'aurais pu jouer à n'importe quoi, puis tu peux regarder. Oui, c'est sûr. Mais après, et pour le coup, je suis pas du tout matérialiste. Les objets, en fait, mes jeux, bon, quand je joue pas ou trucs, ils sont là, soit je les vends, soit des fois ils sont là, ils sont posés dans un coin. Mais c'est vrai que celui-là, il a quand même sa petite histoire. Ouais. Bah, tu vois, c'est une très belle histoire. Moi, j'en ai pas un comme ça. Moi, je suis assez anti-sleeve, c'est-à-dire, j'aime bien que les jeux ils vieillissent, tu vois. J'aime bien voir que la carte, tu vois, elle a servi. Limite, j'aime pas quand un jeu est trop neuf. Et puis, un bon exemple que j'ai de ça, c'est un jeu qui s'appelle Qui a fait caca? Je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Ça s'appelle Qui Café. C'est comme ça que ça s'appelle. Ah, je vois. Mais bref, moi, les cartes, ils sont déchirés, il manque des bouts, défoncés parce que les gens les tapent sur la table comme des malades. Mais moi, je trouve ça cool, tu vois. Ça montre que le jeu a vieilli, il a servi. Donc, les seuls jeux que je sleeve chez moi, c'est des trucs où il faut que tu caches la carte. Tu vois, exemple, un trio. Tu vois, je veux pas que les gens reconnaissent que cette carte qui manque un bout, ben, c'est sûr que c'est le 6, tu vois, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est les seuls que je. Il est cassé, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Et du coup, aujourd'hui, quels sont le ou les jeux que tu sors le plus? C'est toujours la même réponse, hein. C'est toujours des jeux. Ça veut pas nécessairement dire que c'est mes jeux préférés, mais c'est souvent les jeux qui sont les plus faciles à sortir. Ça, je viens de le nommer, mes trios. Si on est 6 à la maison, c'est sûr que je sors trio. Parce que moi, j'ai joué à trio que c'est joué à 6 en équipe. Sinon, je le trouve pas très intéressant. Mais donc, celui-là, il sort souvent. Sinon, Top 10, ça sort régulièrement chez moi. Tu vois, de pouvoir jouer comme ça en équipe. Pas en équipe, mais le côté un peu coop comme ça. Et puis, c'est vrai que j'ai eu pour le moment un sans faute avec ce jeu. J'ai jamais eu une table qui n'a pas aimé Top 10. Donc, celui-là, je le sors assez souvent. Et puis, bien sûr, cette année, ça a vraiment été l'année Hitster. Donc, le petit jeu. J'ai testé encore celui-là. Je me suis dit que j'allais me le prendre. Ça a l'air bien drôle. Ah non, mais ça, à Noël, par exemple, avec des oncles qui détestent les jeux de société, tu les entends gueuler parce qu'ils savent c'est quelle chanson, puis ça les fait penser à leur jeunesse. Puis... Donc, non, ça a vraiment été le gros banger, en tout cas, dans mon entourage de cette année. Les gens, ils viennent dans la maison, ils veulent absolument jouer à Hitster. Donc, je dirais que c'est ces jeux-là. Après, si je veux sortir un peu de... mis à part les jeux un peu ambiance, je sors pas mal souvent Pirates de Maracaibo ces temps. J'essaie, il a fini premier dans ma liste quand j'ai fait une vidéo top 10 de l'année. Ça a vraiment été une grosse claque pour moi, ce jeu-là, cette année. Et puis, ma femme, elle a commencé un peu à accrocher, donc elle me le demande de temps en temps. Donc, c'est vrai que je le sors assez régulièrement, Pirates de Maracaibo. Puis voilà. Après, c'est vrai que c'est dur. Moi, par exemple, j'aime bien les gros jeux. Par exemple, j'adore Ark Nova, j'adore Barrage. Ouais. Mais c'est des jeux qui sont plus chauds à sortir. Ah, mais bien sûr. Il faut déjà avoir des gens qui aiment jouer et qui soient prêts à passer 2 heures et 2h30 autour d'une table, quoi. Je pense que pendant 2 ans sur ma chaîne YouTube, j'avais une vidéo qui sortait à chaque mois que c'était un top 5 des jeux que je jouais le plus. C'était pour un peu montrer qu'est-ce qui arrive à sortir et tout. Puis il y a un truc que je me suis rendu compte après un long moment, c'est que ça perdait un peu de son intérêt parce qu'au final, c'est sûr que ça va être des trucs faciles à sortir, qui sortent plus souvent. Mais ça veut pas dire que c'est mes jeux préférés, tu vois. Donc, quand j'arrivais à mettre dans mon top 5 des jeux le plus joués, des gros jeux, j'étais fier de moi. J'étais comme, toi, ça montre que j'ai joué 4 fois Ark Nova ce mois-ci ou des trucs comme ça. Mais si souvent, c'était trio, c'était top 10, c'était... Un peu comme tout le monde, en vrai. Ouais, c'est pour ça que le jeu expert a un peu plus de mal, parce que c'est plus dur à sortir. Ouais. La seule façon que tu peux sortir, moi, je crois fortement que si tu veux pouvoir jouer à des jeux experts régulièrement, il faut que ta conjointe ou ton conjoint joue avec toi. Parce que tu vas pas avoir des potes qui viennent à la maison à chaque soir, puis tu peux pas enchaîner 3 parties de gros jeux, donc c'est clair. Oui, c'est sûr. Moi, j'avoue, c'est mon rêve que ma femme me suive un petit peu sur les gros jeux. C'est une grosse joueuse, je sais pas si c'est une grosse joueuse, mais en tout cas, elle joue beaucoup et elle aime beaucoup jouer, mais elle est plutôt axée, on va dire, jeux initiés, jeux familiaux. Elle aime pas, surtout, donc elle aime pas, en vrai, on n'a jamais testé parce qu'à chaque fois elle recule et je suis souvent à la recherche on va dire, du jeu expert qu'elle ait envie de tester, mais
mais quand elle voit un temps sur la boîte qui est environ plus d'1 heure, on va dire 1 heure et demie, des fois 2 heures, elle y va pas. Et c'est vrai que c'est un peu un rêve, c'est un peu... J'adorerais trouver ce jeu qu'elle aime et qu'elle aimerait bien faire plusieurs fois, plusieurs parties avec moi, déjà même une, parce qu'à chaque fois quand je sors le jeu avec des potes, je dis vas-y viens jouer, elle regarde, elle dit ouais, non, donc j'essaye plusieurs jeux, j'ai acheté plusieurs jeux pour ça. J'aimerais bien peut-être là je vais acheter Dune Imperium Uprising, donc j'espère que celui-là, même si moi j'ai déjà plusieurs parties, mais j'espère que celui-là va lui plaire, car c'est un thème qui lui parle, donc on verra la suite. Et du coup, y a-t-il une nouveauté que tu attends cette année? Oui, clairement. Et alors, j'en ai plusieurs qui viennent en tête. Il y a la suite du Mur d'Adrien, The Anarchy, mais ça sort vraiment en fin d'année. Donc, si j'ai un truc plus récent, oui. Et puis ça, c'est un des rares jeux qui me botte un peu à le faire tout seul. T'sais. Moi, j'avais beaucoup aimé faire la petite campagne du Mur d'Adrien. Comme j'ai dit au début, je suis vraiment pas quelqu'un qui aime les jeux solo. Sortir tout un jeu pour les jouer tout seul, ça m'intéresse pas. Je préfère jouer à des jeux vidéo. Mais Mur d'Adrien, ça m'avait bien botté. Donc, la suite, je suis hyper chaud. Mais donc récemment, ce qui va sortir à Cannes, Zénith, moi, je suis hyper hypé par ce jeu. J'ai testé sur BGA, c'est incroyable ce jeu. Ouais, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne comme sensation en réel, tu vois, parce que pour l'instant, je l'enchaîne sur BGA, mais je me demande si c'est pas trop de manip, tu vois, de toujours devoir monter ton petit jeton puis le baisser et tout. J'ai hâte de voir ce que ça vaut, mais clairement, c'est déjà mon jeu préféré de 2025. Moi, je l'ai testé, je crois que j'ai fait une partie, là, j'ai commencé la semaine dernière, quand il est sorti, en tout cas, je sais plus quand il est sorti, et j'ai dit, c'est cool ce truc. Et j'ai retesté, et en vrai, je suis déjà peut-être à une vingtaine de parties, voire même plus, et je trouve ça vraiment addictif. Et je fais 2-3 parties par jour facile. Voilà, et je trouve que c'est hyper malin comme jeu. La règle en soi, elle est simple. Et je suis pressé, et je suis impatient de voir aussi ce que ça peut donner en 2 contre 2. Oui, c'est ça. Moi, je savais même pas qu'il y avait une version 2v2. Puis c'est quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, mais raison de plus pourquoi le jeu m'hype, quoi. Donc vraiment, je pense que ça va clairement être une grosse sortie du début d'année. Et puis, avec raison. Ok. Donc, on va passer du coup à la dernière partie, qui est un petit jeu qui va durer 5 minutes, je pense. Ouais. Et du coup, pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, il arrive sur une île déserte, c'est un peu comme Lost, il y a plusieurs tout seul, et il a le droit de ramener 5 jeux sur cette île. Ouais. Donc ça, tu me l'avais dit en amont, donc je l'ai préparé. Ça a été quand même dur parce que c'est dur de se dire que tu vas jouer tout le temps au même jeu. Ouais, ça veut dire qu'il faut prendre des jeux que tu vas pas te tanner déjà. Qui peuvent avec une rejouabilité, ou même des jeux, si t'es malin, où tu peux construire d'autres jeux avec, ou des choses comme ça, quoi. Alors moi, je vais être assez simple. Moi, j'ai mis mon jeu préféré ever, qui est Seven Wonders Duel. C'est le jeu que je pourrais jouer toute ma vie. J'ai déjà fait presque plus de 1000 parties, puis je vais jamais me tanner de ce jeu. J'ai un peu triché, j'ai mis avec ces extensions. Je sais pas si tu me l'accordes. On va dire que ça rentrait dans la boîte. Oui, tu vois, moi j'ai un petit insert, il y a tout qui rentre dans la boîte, c'est bon. C'est bon, c'est nickel. Après, le deuxième que j'ai mis, parce que là, toi, tu m'as précisé qu'il y avait des gens, donc je suis pas tout seul. Non, il y a plusieurs. En fait, tu les rencontres, il y a plusieurs tout seuls, tu peux jouer à plein de jeux. En fait, tu peux ramener tout ce que tu veux. Ok, parfait. Donc, j'ai mis top 10 parce que c'est le meilleur jeu d'ambiance, selon moi. Ça marche à tous les coups, comme je l'ai déjà eu dit. Donc, ça, je me suis dit, c'est clair que je l'aurai avec moi. Ensuite, j'essaie vraiment de me dire, c'est quoi des jeux que vraiment je peux. Ça fait longtemps que j'y joue, puis j'ai toujours plaisir à y jouer et tout. J'ai mis aussi It's a Wonderful World. C'est un peu un jeu. Tu vois, c'est mon petit chocolat chaud du matin, ça. Je me fais une partie sur BGA. À 2 joueurs, limite, je m'en fous. Je sais qu'il faudrait regarder ce que les autres ont besoin, puis contre-drafter et tout. Moi, je m'en fous. J'ai juste envie de prendre mes petites cartes, faire mes petits cubes et puis faire mes cartes. Il y a un côté très satisfaisant dans ce jeu. Donc, j'ai mis celui-là. Je me suis dit, il faudrait aussi un gros truc pour t'occuper, pour faire passer le temps. Et je me suis dit, ça me prenait un gros jeu. Et je me suis dit, mais des gros jeux, c'est sûr qu'après un moment, tu vas te tanner. Donc, qu'est-ce qui pourrait? J'ai hésité avec Ark Nova. Après, je me suis dit, Ark Nova, il y a peut-être le côté où tu es déjà dans la jungle. Je sais pas si tu veux gérer un zoo. Donc, j'ai mis Spirit Island,
pour la raison que le problème que j'ai avec Spirit Island, c'est que je me dis j'ai pas assez de temps pour y jouer. Parce que pour moi, Spirit Island, c'est un jeu où tu aurais envie de découvrir tous les différents dieux puis pouvoir savoir comment ils se jouent, tout ce côté asymétrique. Donc je me dis, celui-là aussi, j'ai triché, j'ai mis extension alors qu'il rentre pas du tout dans la boîte. Mais quand tu as tous les extensions, tu as genre 20 différents esprits que tu peux jouer. Donc je me dis, si tu es sur une île déserte, puis tu as tout le temps de bien poncer pour essayer d'un peu trouver le meilleur et t'améliorer, quoi. Et puis le dernier que j'ai mis, c'est un peu triché, pas pour les mêmes raisons, mais j'ai mis Wizard. Je sais pas si tu connais ce jeu. Ça me dit rien, par contre, celui-là, je le connais pas. Le Wizard, c'est un jeu c'est un jeu de pli, un peu très traditionnel. C'est un jeu de pli où à chaque manche, tu commences, tu as une carte, la deuxième, tu as 2 cartes, la troisième, tu as 3 cartes. Puis le but, c'est pas seulement de faire le plus de plis possible, mais c'est d'estimer avant de commencer le tour combien de plis tu vas gagner. Donc, imagine, on distribue 3 cartes à tout le monde, on regarde l'atout, c'est telle couleur. Moi, je sais, OK, moi, je pense que celle-ci, elle va gagner. Donc, je dis que j'en gagne une. Puis là, on fait le tour, puis après ça, on joue. Si tu as réussi ta mise, tu fais le plus de points possible et tout. La raison pourquoi j'ai mis celui-là, c'est que la version que moi j'avais, parce que c'est pas la même version en Europe, il y a des illustrations et tout, mais au Québec, c'est un jeu de cartes normal qui a en plus un W dedans, donc tu as ta carte Wizard. Puis je me dis, comme ça, tu peux t'en servir pour jouer au Wizard et pour jouer à tous les nombreux jeux de cartes traditionnels dans 52 cartes. Et en plus de ça, moi, d'ailleurs, quand tu me parlais de jeux qui ont marqué ma vie, ça, c'en est un que j'ai oublié de mentionner, mais c'est le seul personne qui était un peu joueur dans ma famille, c'était ma grand-mère, qui est décédée il y a à peu près un mois. Donc, je lui rends hommage avec ce jeu-là parce que c'est elle qui m'a montré le Wizard. C'est le seul jeu qu'elle jouait. Et je voulais tout le temps jouer au Wizard. Donc, je me dis, il y a ce côté un peu émotif derrière le jeu, mais aussi, c'est un jeu que tout le monde autour de moi aime bien parce que les jeux de pli, on connaît tous. Donc, je me dis, sur une île déserte, comme ça, tu peux t'en servir pour le jeu de pli et si quelqu'un veut jouer au président ou quelque que ce soit. Ouais. Avec 52 cartes, on peut faire énormément de jeux. C'est ça. Donc voilà. Okay. Ça, c'était mes jeux. C'était assez cool comme expérience parce que c'est pas juste mon top 5 jeux, tu vois. C'est aussi se dire pourquoi en fait, c'est pour ça que je me suis dit top 5, tout le monde en a. Et c'est pas forcément les 5 meilleurs, c'est les 5 qui ont une durée de vie sur une île déserte, quoi. Parce que toi, si tu m'avais demandé mon top 5, il n'y en aurait eu aucun là-dedans, sauf Seven Wonders Duel. Je pense que c'est le seul que j'avais en commun, mais sinon, j'aurais mis autre chose, ça. Ok. Bon, cool en tout cas. Merci en tout cas d'avoir passé cette heure avec nous. J'espère que tu as apprécié. Et voilà.